un instant, on va écouter M. Touazi Djoudi qui va nous présenter son travail intitulé Routage sécurisé des réseaux tolérants délai, qui rentre dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat, d'accord, filière informatique. Je rappelle que ce travail a été dirigé par le professeur Bouabdallah Abdelmajid, qui nous vient donc de Compiègne. Je remercie au passage, d'accord, pour tous ces efforts qu'il fait dans ces aides qu'il apporte à l'université de Béjaïa, particulièrement au département d'informatique. Ce travail donc va être évalué par mon collègue aussi, que je remercie, d'accord, et ami, d'accord, avec qui je travaille maintenant pendant une bonne vingtaine d'années. Je remercie, d'accord, pour son déplacement de Digel par un week-end pour apporter, d'accord, son aide dans l'évaluation de cette thèse. Et à ma droite, ce travail va être actualisé par le docteur Mouloud Omar, collègue de l'université de Béjaïa, et moi-même, donc, qui préside ce jury. Donc, M. Touazi, vous avez 30 à 45 minutes pour nous présenter l'essentiel de ce travail. Chers collègues enseignants, mes amis, ma famille, les invités, honorable assistance, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse de doctorat intitulés Routage sécurisé des réseaux tolérants au délai. Selon le plan suivant. Après l'introduction, je présenterai les réseaux tolérants au délai, je parlerai de leur routage. En deuxième partie, je vais entamer la sécurité des réseaux informatiques. Je développerai la problématique de cette sécurité dans les DTN. Je présenterai ensuite notre modèle de confiance dans les réseaux DTN. Je terminerai par une conclusion et des perspectives. L'évolution des réseaux informatiques de l'infrastructure TCP/IP jusqu'au réseau DTN a complètement bouleversé les règles et les besoins de communication, de routage et de sécurité. Les facteurs environnementaux font que les outils ou bien les protocoles de routage et de sécurité existants de TCP/IP ne conviennent plus au réseau DTN. D'autres exigences de routage et de sécurité s'imposent. De même, la solution de l'autorité de certification centrale et centralisée pour sécuriser le routage des DTN ne convient pas. Le choix du concept cryptographique basé sur l'identité hiérarchique, le choix de la conception cryptographique basée sur l'identité hiérarchique HIBZ visant l'établissement d'un canal sécurisé de l'authentification mutuelle et de la révocation des clés est la plus adaptée pour des solutions de sécurité des réseaux DTN, car elle présente moins de charges au serveur que celle utilisée par la cryptographie traditionnelle. L'approche de confiance sur les opérations de transfert de données est incontournable et s'avère indispensable, le cas des réseaux sociaux. Nos travaux ont objectif d'augmenter, c'est-à-dire de résoudre le problème de disponibilité des services de sécurité et leur résistance aux attaques, ce que nous avons fait. Je passe donc à la présentation des DTN. C'est quoi un réseau DTN?
Le réseau DTN est défini comme étant un réseau de réseaux régionaux à communication intermittente. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de sous-réseaux, et tous ces sous-réseaux-là, chacun a sa plateforme particulière, à sa pile de protocoles particulière, et ils sont interconnectés pour former justement un réseau DTN. Et pour qu'il soit DTN, il faut qu'il y ait au moins une zone d'un sous-réseau quelconque qui sera intermittente, qui sera sans infrastructure. Ce qui implique des délais de communication longs et variables, des contacts qui sont intermittents. Il y a deux types de contacts. Il y a des contacts opportunistes, c'est-à-dire dont on ne prévoit pas quand est-ce que ces liens-là ou ces contacts-là seront fonctionnels ou pas, et des contacts programmés, c'est-à-dire des liens qui peuvent être intermittents, mais dont on peut prédire, connaître à l'avance quand est-ce qu'ils seront, donc, ces contacts non fonctionnels. Dans les DTN, les débits donc, sont faibles à cause justement de cette difficulté de ces réseaux. Le taux d'erreur il est trop élevé et la vitesse de transfert est asymétrique. Sur un même canal de transmission, l'aller et le retour n'impliquent pas forcément la même vitesse de transfert. Nous avons ici un cas de DTN. C'est le réseau IPN. C'est quoi un IPN? C'est Interplanetary Network. C'est un réseau interplanétaire. Nous avons ici des planètes. D'ailleurs, l'idée des DTN, elle a été tirée justement de ces réseaux-là. Pourquoi les réseaux interplanétaires? Vous savez tous que, par exemple, dans la Lune, on a installé des réseaux. Vous savez bien que la NASA, elle capte des informations à partir des planètes, surtout par exemple de la Lune. Donc, pour envoyer des informations ou ramener des informations, donc il faut ces réseaux-là. Donc, nous avons la Terre, par exemple, nous avons un exemple, voici un exemple de la Terre. Vous pouvez avoir différents réseaux, vous pouvez avoir un réseau de capteurs, vous pouvez avoir un réseau Internet, vous pouvez avoir un autre réseau mobile. Bon, ici, il y a la légende qui explique tout ça. Donc, mais il y a surtout, vous voyez ici, des liens qui sont sans fil, qui peuvent être éventuellement intermittents. De la Terre, par exemple, à la Lune, la distance est longue, etc. Donc, l'information, elle peut se perdre. Donc, il y a une difficulté dans la transmission de données, dans la communication, etc. Des exemples de réseaux DTN, nous avons parlé précédemment du réseau intraplanétaire, nous avons aussi les réseaux ad hoc militaires. Je vous donne un exemple de réseau ad hoc militaire. Vous avez un champ de bataille, vous avez par exemple des chars. Eh bien, comment peuvent communiquer les utilisateurs de ce char-là, des militaires, comment ils peuvent se communiquer si un char il est sur un versant d'une montagne et l'autre sur un autre versant de montagne? Ils ne peuvent pas communiquer. Donc, il y a une intermittence. Quand est-ce qu'ils peuvent communiquer? C'est lorsqu'ils sont au sommet de la montagne. Voici par exemple, il y a de l'intermittence, il y a des perturbations dans la communication. C'est ce qui fait que ce réseau-là fait partie des réseaux DTN. Les réseaux de capteurs sans infrastructure. Les réseaux de capteurs sans infrastructure, par exemple, vous avez par exemple, en Tanzanie, vous avez des réserves d'animaux, de lions, etc. Si on veut, par exemple, étudier ces animaux-là, leur comportement, on va leur incorporer donc des capteurs et on va suivre leur déplacement. Quand ils passent par exemple par une base où il y a une passerelle par exemple, on enregistre qu'ils sont arrivés à telle heure à cet endroit. Et ainsi on peut étudier leur comportement. Par exemple, on peut étudier le comportement des baleines, etc., des requins dans le grand océan. Donc ces réseaux-là, ils servent beaucoup à ça. Donc ce ne sont pas seulement des réseaux interplanétaires. C'est vrai que l'idée est tirée de là, mais c'est aussi, on peut, dans le monde réel, dans le monde dans lequel on vit, on peut avoir ce type de réseau. Il y a les réseaux mobiles terrestres. Les réseaux mobiles terrestres aussi, bon, tout ça se retrouve aussi dans les réseaux mobiles terrestres. On trouve la notion de mobilité. Il a suffi qu'il y ait une intermittence de communication, il y a des liens qui ne sont pas stables pour parler de réseaux DTN. Maintenant, j'avais dit en introduction que tous ces protocoles
de routage usuel ne convient pas au DTN à cause de tous ces problèmes que je viens de citer. Le challenge, c'est quoi? C'est d'améliorer toutes ces questions qui sont posées. Le problème d'Internet inefficace et ne convient pas au DTN. Le routage pose un grand problème. Le transport n'est pas fiable. La sécurité est difficile à assumer, etc. Donc, comment répondre justement à ces questions-là? Nous allons le voir dans la suite de mon exposé. Aussi, il y a des contraintes qui sont trop importantes dans les DTN. Et elles sont dues à la topologie dynamique, la sécurité physique. Vous savez, quand il y a des nœuds qui se baladent comme ça, d'un réseau qui se balade, qui sont dans une zone isolée, ils ne sont pas protégés. Par exemple, une passerelle quelconque, un routeur quelconque. Donc, il y a aussi la sécurité physique qui est limitée. Donc, la perturbation et l'instabilité de certaines zones font que le taux de transmission aussi possède des erreurs. Et l'absence et tout ça, c'est la cause, c'est l'absence d'infrastructure. Mais pour résoudre cette communication dans le réseau DTN, qui est un ensemble de sous-réseaux, chaque sous-réseau a sa propre pile de protocoles, nous avons ici, par exemple, regardez, nous avons les couches Internet, nous avons applications, transport, etc., les couches usuelles, et nous avons une couche DTN, les couches d'un réseau DTN, nous avons une couche supplémentaire qui est commune à travers toutes les régions DTN. Justement, à ce niveau-là, on voit bien qu'il y a des sous-réseaux ou des régions avec leur pile de protocoles spécifiques et l'interfaçage ou bien la conversion de piles d'une région à une autre, elle est assurée par la couche Bendel. La couche Bendel, on l'appelle la couche de recouvrement qui est au-dessus de la couche transport. Et de la couche transport vers le bas, dans le cadre des DTN, on parle de couche basse. Il y a des fonctionnalités aussi, ou des fonctions, qui permettent justement de remédier aux questions challenges que nous avons posées tout à l'heure. Parmi ces fonctions, la fonction qu'on appelle Store and Forward. C'est quoi le Store and Forward? Vous savez que dans le réseau DTN, il y a des intermittences des liens. Lorsqu'un message part de la source jusqu'à la destination, le long de son chemin, arrivé à un nœud donné, il se peut que le prochain lien n'est pas disponible, il est interrompu. Alors, si on est dans le cadre des réseaux Internet, les paquets seront perdus. Vous convenez bien avec moi-même. Mais, dans le cadre DTN, on a résolu cette question en imposant des unités de stockage persistantes. Ces unités de stockage persistantes existent dans chaque nœud DTN. Si un message arrive à un nœud courant et que le prochain lien dans l'acheminement du message n'est pas disponible, le message est stocké dans ce qu'on appelle l'unité de stockage persistante. Cette fonction, on l'appelle la commutation de messages Store and Forward. Aussi, dans les DTN, puisqu'il y a des coupures, il y a des perturbations des liens, quand une source envoie un message vers une destination, elle n'est pas sûre que le message va arriver en temps réel s'il y a une coupure. Donc il va être stagné, il va être stocké dans un nœud intermédiaire. Donc qu'est-ce qu'elle va faire l'émetteur? Il va attendre qu'il ait l'écho, que l'écho lui revient de la destination, comme quoi que le message est arrivé à destination. Mais non, il doit se libérer, il doit continuer son travail, ce nœud-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a l'opération de transfert de garde, qui va assurer justement cette fiabilité de nœud à nœud. Alors qu'est-ce qui va se dérouler? Le nœud courant, que ce soit la source au départ, que ce soit un autre nœud, le nœud courant demande la garde, le transfert de garde pour le nœud suivant.
Si le nœud suivant accepte la garde, il lui répond avec un accusé de réception. Donc une demande et une réponse avec un accusé de réception. À ce moment-là, le nœud courant décide d'envoyer le message pour le nœud suivant. Le nœud suivant reçoit le message et le nœud émetteur, le nœud courant, qu'est-ce qu'il va faire le nœud courant? Le nœud courant va se libérer, il va faire autre chose. Maintenant l'émetteur n'est plus le nœud, ce nœud-là, c'est ce nœud qui devient émetteur. Il rassure le nœud, celui qui lui a donné la garde du message, qui ne lâchera pas jamais le message jusqu'à ce que le nœud suivant lui assure la garde, qu'il trouve un nœud suivant qui lui assure la garde. Donc, dans cette fonctionnalité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve justement la fiabilité de transport du message de nœud à nœud. Maintenant, la fiabilité de bout en bout, elle est assurée par la couche de recouvrement bundle. Et là, on va imposer à chaque fois un accusé de réception pour le message. Ici, c'est pour la demande de la garde. Mais pour l'envoi du message, le transfert du message aussi, on va demander donc l'accusé de réception. Là, on va avoir donc une assurance que notre message va arriver à destination. Passons maintenant à la sécurité dans les DTM. Pour parler de la sécurité, on ne peut pas parler de services de sécurité. Donc toute politique de sécurité se base sur les services de sécurité. Parmi les piliers de la sécurité en général, on retrouve la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. En termes de sécurité, on les appelle les piliers de la sécurité. Mais les services de sécurité sont nombreux. C'est quoi l'authentification? Je veux m'authentifier auprès de vous. Donc, d'abord, je vous annonce mon identité, mais je dois vous donner des preuves concrètes que ce que je vous dis être est bien moi et non quelqu'un d'autre. C'est ça l'authentification. C'est l'identification plus la preuve d'identification. La confidentialité, ça concerne les données. C'est le secret des données. Il faut protéger les données. L'intégrité, c'est, il ne faut pas que les données, le secret, protéger le secret sur les données. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est de garder les données comme elles sont. Il ne faut pas qu'elles soient ni altérées, ni modifiées, ni quoi que ce soit. Et dans la transmission des données, on parle d'authentification du message. C'est-à-dire un émetteur envoie un message vers un récepteur. Quand le message arrive vers le récepteur, pour vérifier l'intégrité du message, rien n'a été changé dans le message. Le message est arrivé comme il a été envoyé, donc le récepteur vérifie l'authenticité de ce message. C'est son intégrité. Maintenant, les défis. Les défis dans les réseaux DTN, c'est d'élaborer un ou plusieurs services de sécurité de bout en bout, c'est-à-dire de l'émetteur ou bien de la source des messages jusqu'à sa destination. Et ceci exige, qu'est-ce qu'il exige? Il exige la connaissance du modèle de confiance. Le modèle de confiance, il définit qui fait confiance à qui et comment. C'est ça. Dans le deuxième point, donc, on parle de l'authentification mutuelle entre terminaux et intermédiaires. Dans la transmission de données, pour assurer la sécurité des données, du routage, etc., les deux terminaux, l'émetteur et le récepteur final, ils doivent s'authentifier. Et dans les bundles, il y a une en-tête qui s'appelle BAH, Bundle Authentication Header. Il y a une en-tête BAH qui s'occupe justement de cette authentification de bout en bout. Il y a aussi l'authentification de nœud à nœud.
Le message, il va, comme on a vu tout à l'heure, de pas à pas, de nœud à nœud. À chaque fois qu'il y a une transmission, un transfert de message d'un nœud vers le nœud suivant, il doit y avoir une authentification entre eux. Et il y a une en-tête dans le paquet bundle qui s'appelle PSH, qui s'occupe de ça. Et il y a aussi, troisième point, le contrôle d'intégrité des données échangées. Pour contrôler l'intégrité des données échangées, on le contrôle à la destination. Donc, il y a aussi une en-tête qu'on appelle CH, qui est dans le paquet bundle. Voilà. Les modèles de sécurité existants. Nous avons les modèles basés sur une tierce partie. Ils sont de deux types. Infrastructure, donc, à clé publique, c'est-à-dire, c'est pour les clés, la paire de clés asymétriques, et Kerberos pour la clé symétrique. Nous avons les modèles distribués, exemple la cryptographie à seuil, les serveurs aussi, il y a des serveurs pour ça. Il y a les modèles basés sur les graphes de confiance. Donc, ce sont les trois modèles de sécurité qui existent. Maintenant, je vais parler de notre contribution. Quel est notre apport dans ce travail? Nous avons supposé donc un réseau DTN qui est général. C'est un réseau général. Donc ce réseau-là, DTN, évidemment pour qu'il soit DTN, comment? Il faut qu'il y ait une zone de turbulence. Il y a une zone isolée. Cette zone-là, donc, c'est une zone où il y a des intermittences. Nous avons une autre zone, c'est une zone à infrastructure. Ici, nous avons par exemple l'Internet. Entre les deux zones, il y a ce qu'on appelle des transporteurs. Ici, on a utilisé des bus, mais ça peut être une moto, ça peut être un avion, ça peut être autre chose. Nous avons ici des utilisateurs. Dans chaque maison ici, c'est un utilisateur qu'il y a. Et il y a un point d'accès. Donc, l'utilisateur, nous, ici, dans notre cas, on l'appelle le client. Ce client-là, éventuellement, lorsqu'un transporteur arrive, il peut échanger des données. Le transporteur, donc, se balade vers l'infrastructure. Ici, il peut rencontrer un autre transporteur, ils peuvent se répliquer les données. D'accord? Donc, nous avons posé un exemple comme ça, nous avons supposé un réseau comme ça, sur lequel on va... Évidemment, les relations qui existent ici, c'est des relations de confiance. Donc, nous allons parler de la confiance. Donc, c'est des relations de confiance. Quand le transporteur et, par exemple, l'utilisateur, le client, s'échangent de la confiance mutuelle, donc ils vont s'échanger ce qu'on appelle des certificats. On va le voir dans la suite. Le scénario de dialogue, c'est quoi? Nous avons le transporteur, on a dit c'est un nœud mobile dans la zone intermittente. La zone qui relie les deux zones, la zone isolée et la zone avec infrastructure. Donc, le transporteur, dans notre cas, c'est un bus. Mais ça peut être un avion, ça peut être quelque chose. Un terminal, c'est l'utilisateur dans une région isolée. C'est le client dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la fameuse maison où il y a un individu à l'intérieur. Donc, un transporteur assure le relais des données du terminal, donc du client, vers la zone avec infrastructure. Ou bien, au milieu de la route, il peut rencontrer un autre transporteur, donc il peut lui répliquer les données. Et cette réplication, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de multiplier la chance d'un message pour arriver à destination. D'accord? Donc, elle améliore un peu la fiabilité. Elle minimise aussi la perte de données. Les exemples d'application. Nous avons les domaines militaires, le domaine maritime. Si on prend un exemple de domaine militaire, nous avons un transporteur, c'est quoi? C'est l'avion militaire qui tourne. Et la région, ou bien le client, c'est la zone de bataille. Et le réseau avec infrastructure, c'est le centre de commandement. Dans le domaine militaire, on peut avoir un autre exemple. Le transporteur, c'est l'avion. Le client, c'est le bateau du courant à océan. Et le réseau avec infrastructure, c'est quoi? C'est le port. Je peux vous donner un autre exemple courant. En Algérie, nous avons le Sahara qui est vaste.
Il y a des gens, des experts qui cherchent le pétrole, qui cherchent des minerais dans le sous-sol algérien, dans le Grand Sud. On peut installer des bases de vie dans un endroit. Cette base de vie peut rester une durée, 6 mois, 1 année, 2 ans, et puis elle va se déplacer dans un autre endroit. Le Grand Sud est vaste, donc la base de vie peut se déplacer tous les 100 km ou 200 km. Donc les chercheurs, ils sont isolés. On ne peut pas leur amener l'infrastructure réseau là-bas. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un avion militaire qui surveille le Grand Sud. Il peut transporter une passerelle, un nœud, DTN, une passerelle, et puis, à chaque fois qu'il passe par le même endroit d'une base de vie, il y a un échange de données. Arrivé à Ouergla, il peut décharger l'information qui va prendre le réseau avec infrastructure jusqu'au siège à Alger. Et quand un chercheur demande une information à Alger, au siège central, il peut l'avoir. Voilà un exemple de DTN. Le défi, c'est quoi le défi? Étant donné l'absence d'infrastructures de confiance, comment développer une solution permettant d'assurer des communications fiables et sécurisées? Nous présentons ici un graphe de confiance que nous avons conçu. Ce graphe de confiance est le noyau de notre solution. Nous avons des transporteurs ici, donc en cercle foncé là. Nous avons des clients qui sont ici en blanc. La confiance, elle existe entre un client et un transporteur. Et quand il y a les deux s'échangent leur confiance, c'est-à-dire l'un est confiant de l'autre, qu'est-ce qu'il y a? On les représente ici par la relation de confiance, c'est les flèches qui sont ici. Au fait, une relation de confiance, elle se matérialise par un échange de certificats. Si ce nœud-là échange la confiance avec celui-là, il échange des certificats. Si ce nœud-là échange la confiance avec celui-là, il échange donc des certificats. Quand ces deux transporteurs se rencontrent dans la zone qui relie donc la zone isolée et l'autre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et la zone avec infrastructure, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc il va y avoir la réplication de données. Pourquoi? Les données de ce client peuvent être en cours de route répliquées entre les transporteurs. Pour cette raison. La caractéristique de notre proposition, c'est une solution complètement distribuée. Chaque nœud est lui-même une autorité de certification. Donc, nous ne nécessitons pas d'infrastructure de confiance et résistant à l'intermittence des délais et des pannes. Donc, ils n'ont pas, les nœuds n'ont pas à vérifier le certificat de son voisin en allant vers une autorité de certification qui est quelque part. Et vous savez que c'est une difficulté dans la transmission de données. Donc, le chemin, il peut être perturbé dans les DTN. Cette solution, on a dit qu'elle ne convient pas. Et là, nous avons une solution toute prête. Le processus d'authentification est instantané, donc ils sont voisins, donc ils se rencontrent. Maintenant, la communication sécurisée client-transporteur, comment elle se fait? Il y a l'envoi mutuel de certificats à clé publique. Donc, à chaque fois que deux sont confiants l'un de l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un échange, évidemment, l'envoi de l'un vers l'autre de son certificat à clé publique. Vérification de la validité du certificat. À chaque fois qu'il y a un échange de données, on va chiffrer les données avec le certificat du destinataire. Et le destinataire, il doit toujours vérifier, avant chaque envoi, la validité du certificat de son voisin. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le délai de vie, la durée de vie de ce certificat est épuisée. Donc, quand un nœud ne fait pas confiance à un transporteur, il va le révoquer. Comment il le révoque? Il envoie des certificats de révocation à tous les autres transporteurs. Quand deux transporteurs se croisent, ils s'échangent des certificats de croisement. Quand deux transporteurs se croisent et ils procèdent à l'échange de données, il va y avoir donc des certificats de réplication de données et de réception de données. Maintenant, cette confiance, il faut la quantifier, il faut
il faut à chaque fois, c'est-à-dire, comment dirais-je, évaluer le transporteur par sa confiance, la confiance qu'on investit en lui. Donc, si nous avons un client J, la confiance qu'il a en un transporteur I, elle est décrémentée lorsque TRI, le transporteur I, contacte une seconde fois le client sans avoir remis l'accusé de réception du transfert précédent. Parce qu'il était venu à T-1, il lui a donné un message, il a chargé de le transmettre, il est revenu, il n'a pas ramené l'accusé de réception. La confiance que le client J investit aussi en transporteur I peut être diminuée de 1 lorsqu'il reçoit un certificat de croisement avec un autre transporteur K, mais pas ceux de réplication et de réception. Ça veut dire que ce transporteur K, le client J, a aussi de la confiance en lui, mais quand le transporteur il l'a rencontré, il n'a pas échangé, il ne lui a pas répliqué donc, les données. Donc là, il lui met -1. Je signale qu'on initialise la confiance du transporteur I à 1. Et puis, à partir de là, on procède à ces opérations. Et cette confiance, elle est incrémentée par le client J lorsqu'un certificat de croisement de TRI et de RK, ainsi que les certificats de réplication et de réception, le transporteur I les a remis au client J. Donc celui-là, il se dit que celui-là, c'est un transporteur digne de confiance. La révocation des certificats, comment elle est procédée? Donc à chaque fois qu'un client n'a pas confiance dans un transporteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, lorsque le degré de confiance qu'il a en ce transporteur-là est inférieur à 1, donc il va émettre un certificat de révocation. Et lorsque la période de validité du certificat du transporteur I est terminée, il va aussi envoyer un certificat de révocation à tous les transporteurs. Hein. Le certificat de révocation est envoyé à tous les transporteurs. Pour valider notre solution, nous avons procédé à l'évaluation de performance de notre solution. Donc nous avons procédé à des simulations. Les paramètres de simulation, ils sont ici. Donc nous avons les paramètres. Zone de région isolée, nous avons 1000 fois 1000 mètres carrés, la zone de nœuds transporteurs 2000 par 2000, le nombre de nœuds clients 70 à 140, le nombre de nœuds transporteurs de 30 à 60 nœuds, le temps de simulation. Nous avons utilisé 15 000 secondes, l'intervalle de transmission 100 mètres, etc. La bande passante 50 kilobytes, l'intensité du trafic 1 à 12 messages par seconde, la taille des messages 10 kilobytes, la taille des certificats 10 kilobytes, la densité du graphe de confiance 5 à 25 certificats clés publiques. Ça veut dire que chaque nœud peut contracter de la confiance avec entre 5 et 25 transporteurs. La vitesse des nœuds transporteurs 0,1 mètres par seconde jusqu'à 20 mètres par seconde. La durée de pause des nœuds transporteurs de 0,1 jusqu'à 2 secondes. Nos résultats maintenant, je rappelle qu'on a réalisé nos simulations en utilisant MATLAB. Donc nos résultats, ils sont ici. Nous allons, donc, dans ce graphe, nous avons l'impact de l'intensité du graphe de confiance par rapport au taux de livraison. Donc le taux en pourcentage. La solution traditionnelle qui existe, nous avons fait 3 expériences avec la probabilité, solution de base. La solution traditionnelle, c'est la solution de base. Avec la solution de base, avec la probabilité de rejet 0,8, avec la probabilité de rejet 0,5, avec la probabilité de rejet 0,2. Donc nous avons 0,8, 0,5 et 0,2. Évidemment, c'est tout à fait normal, avec la probabilité de rejet de 0,8. Le taux de livraison, ce sera plus bas, donc c'est une courbe basse. Et notre justement, solution, c'est celle qui est ici. Pour interpréter ça, que je vais dire? Je dirais que la densité du graphe de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on augmente
le nombre de transporteurs en qui un nœud a confiance. Donc, on va regarder le taux de livraison. Vous voyez bien que notre solution, non seulement elle augmente plus rapidement que les autres, mais sa valeur minimale, c'est ici. Donc, elle surplombe tous les autres résultats. L'autre solution, c'est ça. Donc, l'impact du nombre de clients sur le taux de livraison. Vous voyez bien que lorsque le nombre de clients augmente, toujours les transporteurs, le nombre de transporteurs est fixe. Donc, les clients ruent sur les transporteurs ont beaucoup de charges, donc il y a peu de chances que les paquets arrivent à destination. Donc, le taux de livraison diminue, évidemment. Plus le nombre de clients augmente, plus le nombre... Mais vous voyez que la solution de base, usuelle, traditionnelle, diminue, et la nôtre, elle est là. Elle diminue moins vite et elle est meilleure. Je parle de solution de base. Ça veut dire quoi? C'est quoi la solution de base? Ça veut dire que le client transfère un message au premier transporteur qu'il arrive. Il ne regarde pas, c'est-à-dire il ne sélectionne pas les transporteurs en qui il a confiance. N'importe quel transporteur qui arrive, il lui donne le message. C'est ça que ça veut dire la solution traditionnelle. Alors qu'ici, le message est donné au transporteur en qui on a confiance. On évalue la confiance d'un transporteur avant de lui donner donc le message. Ici, nous avons le pourcentage des transporteurs malveillants. Plus on augmente les transporteurs malveillants, c'est tout à fait normal que le taux de livraison diminue. Pour la solution traditionnelle, la voici. Pour notre solution, elle est là. En conclusion, nous dirons que nous avons apporté une nouvelle approche de confiance entièrement distribuée. La confiance de transporteurs, elle est gérée par les clients, par leurs clients. La relation de confiance implique la délivrance de certificats. Les clients évaluent le degré de confiance des transporteurs avec ces certificats-là, avec cette confiance-là, des certificats. Les résultats de l'évaluation de notre solution montrent que notre approche est évolutive et résiste aux attaques. Les attaques, c'est les nœuds malveillants qui sont introduits. Les perspectives. Dans les perspectives, nous allons parler de l'amélioration du routage dans les DTN en prenant en compte, par exemple, l'étude sur les problèmes de congestion. Nous avons dit qu'il y a des unités de stockage persistantes. Et dans les DTN, quand un nœud est déconnecté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre sa connectivité. Donc les messages peuvent arriver et stocker dans l'unité persistante, de stockage persistante, et elle va déborder. Donc, il faut justement un calcul adéquat, un algorithme, je ne sais pas, une recherche approfondie, comment on gère justement cette congestion à travers ces unités de stockage, etc. Des messages qui arrivent. Il y a ce qu'on appelle la théorie de file d'attente qui rentre, de l'espace mémoire. L'étude sur l'intermittence des liens. Il y a des liens prédictibles, il y a des liens aléatoires, opportuns, qu'on appelle opportuns. Donc l'étude sur l'intermittence des liens, c'est aussi une grande piste. Et je vous informe que moi-même, j'ai entamé, sous la direction du professeur Boabdallah, j'ai entamé justement, j'ai fait une étude et j'ai fait des travaux qui peuvent être publiés, nous sommes dessus, donc on avance. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup d'idées à développer dans ce domaine. Et l'idée c'est de développer les tables de routage, l'extension des tables de routage, etc. Donc, ça fait partie de notre recherche. L'optimisation du stockage et de la bande passante, l'application aux nouveaux réseaux comme les réseaux véhiculaires, DTN. Donc, voilà les perspectives que nous pouvons proposer. Sur ce, mon exposé est terminé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir prêté attention.